Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Alors on va laisser les gens se connecter tranquillement et on se dit qu'on commence dans ces cas-là sous 3 à 4 minutes. Flavien, ça te va? Parfait. Très bien. Et j'en profite, j'écris dans le chat, mais n'hésitez pas, durant le webinaire, on le redira au début, mais à ce que ce soit interactif. Et donc, n'hésitez pas à poser les questions comme vous le souhaitez. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, il est 11h04. Je vous propose qu'on commence et puis les personnes prendront le train en marche. Ça te convient, Flavien? Parfait. Allez. Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue donc sur ce webinaire que je co-anime avec Flavien, sur lequel nous allons évoquer donc le sujet de la numérisation des process en gestion immobilière, dans le but de pouvoir améliorer la performance des équipes, donc des collaborateurs et collaboratrices.
Flavien, je peux te laisser te présenter en 2 mots. Oui, bonjour, moi je suis Flavien Douetto, donc je suis un des deux cofondateurs de Hublot. Et donc Hublot, c'est une société qu'on a lancée en 2020, qui est un logiciel de gestion locative. Très bien, je te remercie de mon côté. Ronan Carnet, je suis key account manager chez Check and Visit et j'interviens également dans le management de la BU commerciale au sein de la société. Pour rapidement représenter qu'est-ce que Check and Visit en 2 mots, nous sommes une plateforme de collecte de données immobilières qui va permettre d'accompagner les agences, les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété, tous les acteurs, on va dire, de l'immobilier dans la transition énergétique de leur patrimoine. Donc tout ça à travers des solutions de collecte de données, de data au sein des actifs, donc soit via l'état des lieux 3D, soit via la visite 360, la modélisation, le diagnostic immobilier, de l'inspection à la carte et d'autres services et produits. Et donc Hublot, c'est un logiciel en SaaS, donc en ligne, à destination des professionnels de l'immobilier. Et l'approche est assez simple, c'est qu'on va gérer l'entièreté de la gestion locative avec comme approche des interfaces fluides et belles, ce qui change un peu parfois dans l'immobilier, et avec comme approche d'automatiser la gestion locative, donc que ce soit l'émission des avis d'échéance quittances, suivi des impayés, suivi des indices de revalorisation, avec également un lien l'IFET avec le locataire, donc avec un extranet locataire. Concernant le programme du webinar, donc on va avoir 4 grandes parties. La première sera un constat qu'on a fait sur les agences faisant la passe aujourd'hui sur la numérisation. Une seconde partie sur comment est-ce qu'on peut récolter la data et la donnée immobilière via ces outils métiers. Une troisième partie sur comment utiliser cette donnée donc présente dans le logiciel métier pour améliorer la performance des collaborateurs et des collaboratrices. Et enfin, comment la numérisation des process peut contribuer à la transition énergétique, qui est aujourd'hui un sujet majeur du secteur immobilier. Bien évidemment, on gardera un petit temps pour répondre à vos éventuelles interrogations. En introduction, on va déjà définir ce qu'est la numérisation des process en immobilier. Si je devais donner une définition assez simple, la numérisation, on peut la définir comme la transformation et l'automatisation des processus d'une organisation. Et tout cela en utilisant des technologies numériques, BPM, ERP, IoT, etc. Et le but final, bien évidemment, comme on l'évoquait en introduction, ça va être d'améliorer l'efficacité d'une organisation et l'efficience et l'agilité. J'en profite, donc je crois que Hortense a déjà lancé un premier sondage. Donc on souhaitait savoir quel était aujourd'hui, au sein de votre structure, votre niveau de numérisation en interne, où on va considérer que 1 est pas ou très peu de numérisation et 10 un niveau très élevé. Donc je vous laisse participer à ce sondage et puis on pourra refaire une passe dessus en fin de webinaire. La première partie, donc, sur le conseil des agences qui font la passe sur la numérisation des process. Je vais te laisser la main. Ouais. Donc les points qu'on peut essayer de déterminer en termes de constat, c'est que quand on regarde aujourd'hui l'activité d'une agence immobilière et de manière générale d'un professionnel de l'immobilier sur la gestion locative, il y a toujours les mêmes points de souffrance qui sont remontés. Côté gestionnaire, il y a une vraie insatisfaction sur une notion de tâches répétitives et de double saisie. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que sans arrêt, je dois ressaisir les mêmes informations et je dois refaire les mêmes choses. Donc, au final, une assez faible automatisation et une assez faible approche vis-à-vis de la donnée. Ce qui fait en sorte qu'au lieu de développer son business, on se retrouve à gérer des choses administratives où il y en a un peu marre. Deuxième élément, c'est un peu concomitamment, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a, et l'environnement économique pousse aussi, à une volonté de rationalisation. On est en train de se dire, est-ce que je mets mon temps et mon énergie et mon argent sur les choses essentielles? Et on voit qu'aujourd'hui, c'est un enjeu d'optimisation du temps associé. Troisième élément, il y a aujourd'hui beaucoup de réglementations et malheureusement, je vais déprimer pas mal de gens, il va y en avoir encore plus. Et la grande difficulté, c'est comment être un peu schizophrène, c'est-à-dire essayer d'avoir du temps pour développer son business
et en même temps s'assurer du respect de la réglementation, avec la réglementation sur l'énergie, mais ça va être la réglementation sur les loyers, sur la réglementation sur certaines choses comme RGPD, qui sont aujourd'hui très peu prises en compte. C'est un des enjeux pour essayer de décharger et diminuer la charge mentale pour les professionnels de l'immobilier. Et le dernier point, c'est, je pense, un élément essentiel. Ça va être un peu tendancieux ce que je dis, mais aujourd'hui, la relation client dans l'immobilier pose souci. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits, mais aujourd'hui, dans l'immobilier, mettre en place une vraie approche de relation client permet de se différencier. Et aujourd'hui, il y a un peu une difficulté, c'est est-ce que j'ai suffisamment de temps à consacrer à la relation client? Et on voit aujourd'hui qu'il y a une concurrence très forte avec comment j'arrive à me démarquer et que la relation client peut être un moyen de se démarquer vis-à-vis des autres acteurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce constat de point de friction, on le constate aussi, comme l'a dit Renan, sur la notion de numérisation. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul et qu'on essaie de regarder, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans l'immobilier? Perte de temps dans la saisie de données. C'est-à-dire qu'en fait, habituellement, la même donnée, va être saisie 8 à 10 fois sur les éléments. Donc, j'ai un propriétaire, je fais de la transaction de location, le propriétaire que j'ai eu en transaction, si ensuite je le passe en mandat, je vais récupérer exactement les mêmes infos, exactement les mêmes infos de patrimoine, exactement les mêmes informations de localisation, etc. Et ça, c'est une énorme perte de temps sans omettre le risque opérationnel. Quand je saisis plusieurs fois, il y a une probable que je fasse de la merde à un moment et donc c'est mal saisi. Deuxième problématique, et c'est pour ça aussi qu'on organise ce webinaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une très faible connexion entre les outils. C'est un des points majeurs. C'est qu'aujourd'hui, il y a des services très intéressants. On voit que de plus en plus, sans avoir une boule de cristal, l'agent immobilier va se doter d'outils différents pour apporter un service additionnel. Et on voit que dans la démarche, il y a une réflexion encore assez faible de connexion. Et donc, c'est hyper important de prendre en compte la connexion dans les outils si on veut réellement mettre en place de la numérisation des process, parce que sinon, en fait, on va juste décaler le goulot d'étranglement et on va refaire un process qui est problématique. Et de manière complémentaire, on voit qu'aujourd'hui, du fait de la crise, mais c'est une évolution de la société, quand je parle de gestion immobilière, ça dépasse juste le fait de mettre un toit sur la tête de quelqu'un. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand je parle de l'immobilier, je vais beaucoup plus loin dans la proposition de service, que face à l'enjeu de concurrence et de difficultés économiques, je veux développer des nouveaux produits. Donc, si je suis concret, aujourd'hui, on est apparu les termes de coloc, co-living. Quand des bailleurs sociaux se lancent sur des thématiques de parcs privés, sur du property management. Quand je faisais de la transaction, aujourd'hui, face à la baisse des volumes, je me lance de la location. Donc, en fait, je fais évoluer mon activité, sauf que parfois, en fait, c'est pas possible avec les vieux outils. Je suis dans une zone géographique, je veux me développer dans un autre, il me faut absolument avoir une capacité d'outils permettant d'externaliser certains services ou autres. Et donc au final, qu'est-ce qu'on constate? Qui est un peu la somme de ce que j'ai dit précédemment. Comme la donnée est saisie plein de fois, comme les outils se connectent pas, et comme aujourd'hui souvent les outils primaires utilisés évoluent pas, en fait aujourd'hui on peut pas dire qu'il y a une véritable numérisation. Je serais très intéressé d'avoir le résultat du sondage, mais dans la réalité, si vous avez déjà notamment été locataire, vous voyez que c'est pas numérisé de bout en bout. Un locataire aujourd'hui a encore des difficultés parfois à avoir accès à son avis d'échéance. Un locataire aujourd'hui doit encore renvoyer des informations papier. Un locataire aujourd'hui, parfois on lui demande encore de signer en physique, alors qu'on s'attend d'avoir un process complètement numérisé. Et ce gain pour le locataire se retrouve dans le gain de temps pour le gestionnaire, et le gestionnaire aussi, il a envie de gagner du temps avec un process le plus fluide possible. Et le point qui en fait est important, c'est qu'il y a des exemples concrets. Là, on n'était pas que sur de la théorie. Si on regarde en fait l'utilisation possible et qu'est-ce que ça amène, en fait, comme je l'ai mentionné, éviter la double saisie, c'est-à-dire d'avoir fondamentalement une approche où je collecte une donnée et je fais en sorte qu'elle navigue dans les éléments, ça évite des erreurs. Et moi, souvent, l'exemple que je donne, c'est que on peut m'expliquer qu'il y a une complexité métier, mais à la fin, notamment dans l'entrée d'un logement, j'ai quelqu'un qui rentre dans un espace sur une typologie de contrat et sur une typologie de facturation, tout doit être pré-rempli une fois qu'on a récupéré les données de base. Donc en fait, que ce soit le contrat de bail, que les premières avis d'échéance, il n'y a normalement aucune action humaine d'information complémentaire à apporter
pour que les choses soient complètement onboardées. Deuxième chose, c'est on voit aujourd'hui qu'un des points de souffrance qui est remonté dans la plupart des études, c'est le suivi et la transparence au moment d'une remontée d'incident. Aujourd'hui, la plupart des locataires ne peuvent pas remonter un incident par eux-mêmes en ligne. Ils doivent appeler. Une fois que l'incident est remonté, ils ne peuvent pas avoir accès au suivi. Et il y a des difficultés de communication également pour l'artisan, comment j'accède, qu'est-ce que c'est exactement, et pour le gestionnaire et le propriétaire, de savoir si ça s'est bien résolu et que le prix payé est à peu près correct. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a des points de friction, en particulier dans les éléments de lien avec les parties prenantes. Et le dernier point, ça vient un peu en continuité de ce que j'ai dit, il y a une forte demande d'accès à l'information. Et aujourd'hui, c'est vrai que on arrive, mais c'est de plus en plus, ça évolue, mais c'est encore un peu lent, c'est d'avoir que chaque partie prenante ait un espace dédié sur lequel il y a une information automatique qui lui arrive. Un propriétaire, il veut avoir ses comptes rendus de gestion automatique dans un espace propre avec l'ensemble de ses factures, un petit compte de résultat. Le locataire aussi, il veut juste une attestation de logement ou son avis d'échéance sans devoir aller creuser ou même appeler là-dessus. Et c'est ces éléments-là où aujourd'hui, il y a des choses simples, des outils existent pour arriver à faire des process qui font gagner du temps à tout le monde et une sorte d'augmentation de la satisfaction client. Dans cette même logique, je laisse la parole à Ronan sur la partie peut-être récolter la donnée métier pour les outils métiers. Oui, bien sûr. Et je mettrai aussi une partie. Tu as en effet aussi une partie, mais voilà, l'intérêt d'avoir donc des outils dits interconnectés va permettre finalement de pouvoir, sur des choses comme de l'état des lieux, récupérer de la donnée, puisque l'état des lieux reste, pour information, un relevé d'information, certes lié aux états. Lorsqu'on a un locataire, on souhaite savoir ce qui a été dégradé, mais également un relevé d'information lié au type d'équipement en place. Je pense notamment aux ouvertures de type fenêtre, est-ce qu'on a du simple ou du double vitrage. Je pense notamment aux installations et au type de chauffe, quel type de radiateurs vont être dans le logement, et également en termes de compteur énergétique. Donc cette data, à un moment donné, est récoltée. L'intérêt et le questionnement qu'on va avoir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter. Sur la partie aussi, comme je l'ai mentionné, sur le lien entre les différentes briques et autres, on voit qu'aujourd'hui, les locataires ont un besoin d'avoir des informations sur les interventions qui sont prévues. C'est-à-dire qu'assez souvent, je remonte un incident et j'ai besoin d'avoir ce suivi-là. Et de manière générale, sur la facturation. Donc les éléments, c'est assez simple. C'est aussi bien d'avoir de l'information sur ma facture, mais aussi d'avoir cette liberté sur les éléments de paiement. Et quand on voit la discussion qu'on peut avoir avec Ronan sur la partie produit, pour être un peu concret, c'est qu'on voit que, par exemple, le Check and Visit va proposer des outils ultra intéressants sur justement la gestion un peu de patrimoine, d'état des lieux, remontée d'éléments. Et ces informations-là vont servir notamment pour ensuite la suite, notamment la vie dans le logement, et pouvoir ainsi faire des suivis d'intervention sur des éléments patrimoine beaucoup plus précis, sur une localisation de compteur, et ensuite dérouler l'information vis-à-vis du locataire. Et c'est ça, je pense que le message un tout petit peu sur cette connexion des outils, c'est qu'il faut avoir en tête que si on veut mettre un process vraiment efficace, il faut malheureusement avoir la réflexion de bout en bout. C'est-à-dire que si je mets un process très efficace de remontée d'incidents, mais que je n'ai pas prévu la restitution de l'information au locataire ou que je n'ai pas prévu le lien avec les prestataires externes de cette donnée, en fait, à la fin, je recrée juste une problématique qui est un peu décalée. Et l'approche est donc de dire que malheureusement ou heureusement, pour gérer l'immobilier, il y a beaucoup d'acteurs qui vont devoir se positionner et que donc ce qui va être clé dans le choix de ces acteurs et dans l'amélioration du process, c'est comment je les fais travailler ensemble, notamment d'un point de vue donné, pour faire un vrai effet de productivité au sein de mon organisation. Et pour les éléments, juste encore pour essayer d'être un peu concret en exemple concret, il y a aujourd'hui des tâches qui peuvent être largement automatisées et facilitées au lieu d'avoir des éléments, on va dire, manuels. Sur tout l'aspect travaux, c'est qu'en fait aujourd'hui, on voit que la collecte des données patrimoine,
que le suivi des interventions, que les éléments sont souvent encore faits dans des fichiers Excel ou des éléments papier. On peut tout à fait aujourd'hui avoir des sortes d'auto-diagnostics ou d'auto-informations pré-remplies pour faire le chiffrage des éléments. Même logique pour le suivi des travaux. Aujourd'hui, il existe des outils qui permettent d'avoir une réalité, une transparence sur savoir qui fait quoi à quel moment et comment je peux retrouver cette information-là. Et un des éléments sur cette fois-ci, si on est sur de la gestion locative, pour moi, par exemple, les indices de revalorisation. Je pense qu'il y a peut-être parmi nos personnes qui nous suivent des gens qui ont des beaux commerciaux, par exemple, avec des indices de revalorisation à la date d'anniversaire au 1er janvier. En fait, aujourd'hui, dans la plupart des cas, ces indices de revalorisation sont souvent faits à la main avec un suivi difficile. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? L'application d'un indice de revalorisation garantit de se protéger contre une partie de l'inflation. Et donc, auparavant, où c'était anecdotique, quand il n'y avait pas d'inflation et où donc l'indice de revalorisation avait un impact faible, aujourd'hui, c'est un enjeu financier d'avoir une capacité de suivi, de calcul, de notification et d'application de cet indice de revalorisation. Et plus vous avez un grand parc, plus ça doit être automatisé. Au-delà de 5 ou 10 lots, c'est juste improbable de faire ça encore à la main. Et le dernier point, c'est les impayés. On revient sur la situation économique actuelle. Il y a la possibilité de faire les impayés où en fait, je regarde ligne à ligne mes paiements que j'ai reçus, je les note, puis après je définis de faire une relance. Ou alors, on utilise aujourd'hui des outils de synchronisation bancaire qui permet automatiquement de détecter un paiement et ensuite de lancer des process très automatisés. Et les impayés, comme sur d'autres sujets, en fait, pour lutter contre les impayés, il faut lutter contre la procrastination. En clair, plus on est rapide sur cette thématique, plus on va se résoudre éventuellement, ou on va trouver une solution, notamment dans la phase de précontention. Et ça, c'est des tâches qui, aujourd'hui, prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et en dehors juste de se libérer le cerveau sur des tâches un peu à faible valeur ajoutée, ça permet donc aussi dans l'organisation d'avoir plus de temps pour aller chercher des nouveaux mandats, faire du commercial, ou même juste mieux interagir avec les propriétaires et locataires, toujours dans cette même logique d'amélioration de la relation client. Et le point qui est, pour le répéter, je pense qu'on l'aura répété 10 ou 12 fois, la donnée est clé. C'est-à-dire qu'il vous faut, dans l'approche qu'on peut parfois qualifier de CRM, même si ce terme-là parfois est un peu fourre-tout, mais qui, en tout cas selon ma définition, est de dire je veux en un seul endroit un ensemble d'informations me permettant d'avoir une vision 360 sur un sujet. Mais en fait, il vous faut un endroit où vous stockez la donnée. Elle est stockée de manière propre. N'oublions pas quand même que parfois on parle de données locataires et donc de données personnelles. Donc il faut quelque chose qui n'est pas uniquement un dossier partagé à un endroit. Et surtout quelque chose où cette centralisation de la donnée va emmener une action. Et ça, pour moi, c'est important. C'est cette gestion d'événements qui est aujourd'hui assez peu présente. C'est-à-dire que j'ai une information, elle me doit me déclencher. J'ai une attestation d'assurance d'un locataire qui est périme. Il faut une relance automatique où il faut à minima que le gestionnaire ait une capacité de sélectionner ces informations-là. Et donc, c'est de dire utilisation de la donnée centralisée pour permettre d'agir soit manuellement, soit automatiquement, mais vraiment dans une logique de processus. Et donc, de dire, il faut savoir à tout moment quel locataire est dans quel logement, comment est composé le logement, quelle est la typologie de contrat et toutes les informations d'incident de paiement ou de paiement correct réalisé sur cette personne. Et je pense que le point important, et je laisserai après la parole à Ronan, mais c'est de se dire que il y a un élément classique quand on parle de la donnée merdique en entrée, données merdique en sortie. Et donc, si vous souhaitez notamment avoir une capacité de suivre votre activité en quasi temps réel, avoir des données vous permettant d'agir, il faut donc très tôt dans votre réflexion, mais dans votre process, collecter la donnée de manière propre et pour ensuite faire en sorte d'avoir notamment des reportings en temps réel. Et dernier point là-dessus, j'insiste aussi sur le fait d'avoir des outils fluides et beaux. J'insiste, c'est ce qu'on appelle donc l'expérience utilisateur, l'UX, qui est souvent ce qu'on met en avant quand on est un nouvel acteur et qui est hyper important. Si vous avez un outil qui sur le papier fait beaucoup de choses, mais qui ressemble à du MS-DOS, c'est-à-dire des trucs qui sont des dégradés de gris ou des choses qui ne sont pas compréhensibles, personne ne voudra rentrer de l'information dedans. Et donc, vous auriez peut-être mis en place un formulaire, mais il ne sera pas utilisé et très rapidement, il n'apportera pas grand-chose dans le process. Je laisse la parole à Ronan sur la suite.
Ouais, je te remercie. Donc en fait, bien évidemment, donc toute cette notion de données, donc vous allez entendre le terme plusieurs fois et c'est pas encore terminé, mais la finalité, comme le disait donc Flavien, ça va être de pouvoir faciliter le quotidien. Donc ça va permettre potentiellement de commander demain de manière automatique un diagnostic. Donc je pense au DPE. Ça peut permettre également de prévoir les rénovations énergétiques entre autres et de pouvoir conseiller au mieux ses clients. On peut obtenir grâce à cette donnée des alertes pour réaliser une maintenance sur un système de chauffage ou encore pour programmer de façon automatique un intérieur de sortie dès qu'on va recevoir un préavis. Donc cette donnée au quotidien a pour but de faciliter vraiment le travail des collaborateurs, des collaboratrices et donc de nos amis gestionnaires. Euh, mais l'enjeu, ça va être de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser cette donnée simplement, facilement, puisque généralement, quand on parle de données, les gens ont une vision et pensent BIM, vont penser plein de choses, vont penser des logiciels avec des expériences utilisateurs complètement foireuses. Mais aujourd'hui, comme peut le montrer Flavien avec Hublot, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a vraiment un virage à prendre et puis il faut pouvoir se repencher dessus et prendre le temps de regarder un petit peu ce qui peut se faire. Sur l'utilisation de la donnée, donc la question c'est comment utiliser la donnée du logiciel métier pour améliorer la performance des équipes avec l'automatisation de certaines tâches de votre organisation. En exemple de tâches qui peuvent être automatisées, donc on va retrouver bien évidemment l'état des lieux, donc je l'évoquais tout à l'heure, une prise de rendez-vous automatisée sur une sortie, mais également dans l'exploitation du relevé d'informations qui aura été réalisé lors d'une sortie ou d'une entrée, c'est être capable de capter cette donnée, de la croiser avec d'autres déjà existantes, de pouvoir ensuite générer un devis pour une réfection de peinture ou autre intervention sur des travaux. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est sur la partie donc contrat de bail. Donc une fois qu'on a choisi le réélu, le locataire, en fait, le fait que automatiquement on puisse générer un document qui est basé sur vos modèles de contrat et envoie en signature électronique. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans cette partie-là, d'avoir cette capacité de pré-remplissage sur des modèles que vous aurez choisis et d'automatiquement envoyer la signature électronique. Et ça, il y a un lien fort et je reviens sur cet aspect de données où pour l'automatiser, c'est hyper important d'avoir justement cette collecte de la donnée. Et le dernier point qui est un peu la suite logique, c'est aussi de se dire qu'on peut automatiser la mise à disposition de documents. Et ça, pour moi, je trouve que assez souvent, on diminue notamment les sollicitations quand on est relativement proactif sur la mise à disposition de documents. Je pense que si on sort de l'immobilier, on est très content de recevoir de temps en temps des factures. Alors peut-être pas quand on va au resto, parce que ça on en a marre du ticket, mais juste de se dire que c'est normal quand je fais un achat chez Darty ou Fnac, qu'automatiquement on m'envoie la facture. En fait, dans l'immobilier, c'est pas encore tout à fait le cas. Alors je sais que la loi n'oblige pas forcément de mettre à disposition, mais l'idée c'est automatiquement de mettre à disposition parce qu'en fait, quand on est locataire, on a besoin de justificatifs de domicile, on a besoin d'éléments et ça se facilite grandement la vie. Et là encore, vraiment dans cette logique d'automatiser, c'est-à-dire pas seulement de dire j'ai un drag and drop qui me permettrait de le mettre dans un élément, mais qu'automatiquement, quand je génère ce document, la personne le retrouve dans son espace. Pour continuer un tout petit peu l'élément, on a organisé ce webinaire en connaissant aussi un peu la situation économique. Alors, elle n'est pas non plus dramatique, hein, mais c'est de se dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans une phase économique dans l'immobilier où forcément c'est un peu plus compliqué et que donc c'est une énorme opportunité. Dans des phases souvent compliquées, c'est le moment où on doit faire évoluer soit son offre de service, soit à essayer d'améliorer un peu les choses. Et l'idée, c'est justement comment on peut utiliser encore la donnée, cette approche-là d'outils, pour essayer de se démarquer en termes de services, en reprenant toujours un peu nos cas d'usage qu'on a mentionnés depuis le début, comment concrètement se différencier. Comme je l'ai mentionné, la remontée d'incident. Vraiment, la remontée d'incident, le message principal, c'est que le point de frustration essentiel, c'est de ne pas savoir. C'est-à-dire de se dire, j'ai notifié quelqu'un, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Et ça, honnêtement, moi, plutôt sur l'activité de syndic, j'ai souvent ce point de souffrance où je me demande ce qui se passe. Je sais que les gens travaillent certainement, mais le fait d'être autonome pour signaler quelque chose, à quelle que soit quelle heure, à n'importe quand, bah, c'est hyper important et d'avoir ce suivi
associés. Sur le patrimoine, je pense que côté Ronan, tu as pas mal des cas sur Ouais, comment récupérer la donnée. absolument, absolument. Donc, il y a déjà toutes les informations liées au DPE. Donc, l'information, vous l'avez quelque part. Maintenant, l'enjeu aussi, c'est de savoir comment la récupérer et comment ne pas la perdre. Donc, il va y avoir des enjeux, voilà, de récupération de données DPE pour faciliter une projection sur des travaux réalisés, ou bien même avoir connaissance des travaux déjà réalisés. Donc, savoir quand est-ce que vous avez refait un coup de peinture, quand est-ce que cette fenêtre a été changée, quand est-ce que ce radiateur a été changé. Donc, de façon plus globale, c'est maîtriser son parc immobilier, avoir une parfaite connaissance de ses actifs, pouvoir retrouver toutes les informations dont vous avez besoin au quotidien pour accompagner vos propriétaires et vos locataires et voilà, être capable de centraliser toutes ces informations qui parfois peuvent être fournies par différents acteurs, différents prestataires. Un diagnostiqueur d'un côté, une société d'état des lieux de l'autre, un artisan également de l'autre côté qui va venir faire des travaux. Donc voilà, comment je récupère à droite à gauche et comment j'évite de devoir aller chercher dans des archives papier qui font 2 mètres, qui sont au fond de l'agence et que je n'ai pas pu dépoussiérer depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le point complémentaire encore, c'est dans l'expérience client, ce que je constate qui peut être un point différenciant, c'est par exemple quelle est la pédagogie qu'on met dans l'information transmise. Et j'ai l'exemple, et c'est le dernier point qu'on mentionne sur cette slide, j'ai l'exemple d'une agence qui se situe vers Pau, que je trouve assez impressionnante sur tout l'effort pédagogique qu'elle fait, soit pour le propriétaire, mais aussi pour le locataire, pour comprendre la décomposition. Et souvent, c'est vrai que par exemple, les régularisations de charges, oui, on peut mettre en pièce jointe le récap, mais la compréhension de ce document est souvent compliquée. Et donc, le fait aussi d'utiliser la donnée, le pré-remplissage, des éléments automatiques pour permettre d'aller un peu plus loin dans l'approche. Et souvent, par exemple, je vois des écarts énormes. Je vais cette fois-ci sur la notion de lien entre le gestionnaire et le propriétaire, sur ce qu'on appelle le compte-rendu de gestion. C'est-à-dire que soit on le perçoit comme un récapitulatif de tableau, soit on le perçoit comme en fait une capacité de transmettre plus, de renseigner des éléments. Et je pense que vraiment, c'est là où on fait un positionnement un peu différent. Et je rappelle que souvent, le fait de proposer une expérience client assez forte, ça permet soit d'être en cohérence avec son produit proposé. Donc, par exemple, si on est sur des thématiques de co-living ou on est sur de l'hôtellerie un peu plus, bah, faut être en capacité de délivrer un peu plus de services. Mais si aussi on est sur une logique d'agence où on assume le fait de prendre des frais de gestion relativement élevés, en tout cas plus élevés que certains concurrents, bah, ça peut se traduire côté propriétaire de voir vraiment cette valeur ajoutée dans la pédagogie mise dans les documents transmis et dans l'accompagnement fait et dans cette transparence. Point juste pour que vous compreniez un peu la logique aussi, tout ce qu'on vous a dit, il y a des cheminements logiques de la donnée et qui font un cercle vertueux ou à l'inverse un cercle vicieux. Par exemple, un des points qui est assez simple sur la gestion locative, c'est le paiement. Je pense que tout le monde est d'accord qu'à la fin, il faut que l'argent rentre et il le suive. Et on voit qu'en fait, si dès le départ, on ne met pas des outils, de la donnée à un process, on peut être plus ou moins satisfait. Quelle est la problématique aujourd'hui qu'on peut constater parfois sur le paiement? Il n'y a pas forcément la mise en place de moyens de paiement ou de process que je qualifierais un peu de moderne, c'est-à-dire le fait d'avoir soit un prélèvement hyper souple, soit de mettre en place des liens de paiement, soit d'avoir la capacité de mettre en place les bannes virtuelles, je pourrais revenir pour ceux que ça intéresse sur ce moyen de paiement. Ensuite, d'avoir ce suivi des paiements, qu'aujourd'hui, on peut quand même avoir une synchronisation bancaire qui permet de suivre les flux et donc quasiment en temps réel de constater tous les paiements et donc d'agir sur les impayés, qui est souvent le plus pénible même en charge mentale. Et donc, une fois qu'on a agi vite, d'avoir un système de relance automatique. Et donc, on voit que là, dans l'exemple que j'ai dit, du point 1 au point 4, en fait, je gagne. Et je gagne pas quelques secondes, je gagne plusieurs minutes et voire plusieurs heures à chaque étape qui, à la fin, me permettent de diminuer ma charge mentale. Honnêtement, c'est pas agréable de regarder un truc et de vérifier que si la personne a payé. Et surtout, ça me permet de le faire mieux, c'est-à-dire réellement diminuer, et à la fin d'avoir plus de temps pour soit améliorer d'autres process, soit juste avoir plus de temps pour faire correctement des choses sur lesquelles il y a un besoin humain de suivi, notamment sur les impayés.
Les impayés, c'est un élément un peu problématique. Ça peut être un impayé technique. Honnêtement, ça arrive, ou temporaire. Et là, le plus rapidement, c'est notifié, le plus rapidement, ça va être résolu. D'un impayé qui va être galère et sur lequel, en fait, on sait très bien que la conclusion sera uniquement judiciaire, où il faut très rapidement aussi notifier l'assurance. Et là, j'ai un besoin humain d'intervention. Il faut que j'ai le temps d'arriver à gérer ce genre de process. Je relaisse la parole sur Ronan sur une thématique qui est assez cœur aujourd'hui sur la transition Ouais, énergétique. absolument. Donc, on va faire bien évidemment un petit focus transition énergétique. Donc, pour commencer, un petit rappel des différentes échéances. La première à janvier 2025 concernant l'interdiction de louer les logements non TG. Donc, il faudra être au minimum sur F. Deuxième échéance, janvier 2028. Cette fois-ci, les logements F seront interdits à la location. Donc, il faudra passer en E. Et janvier 2034 avec une interdiction de location sur les logements notés E et donc un niveau de performance minimale à respecter de D. Sur ce sujet-là, il y a tout de même des exceptions possibles. Ces exceptions sont liées au décret 2023-796 du 18 août de cette année. Donc, si les travaux nécessaires à la rénovation énergétique du logement font courir un risque de pathologie du bâtiment, affectant notamment tout ce qui va être structure ou le clos et couvert du bâtiment, et si la rénovation énergétique du logement concernant donc des modifications de l'état des parties extérieures ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de construction ont fait l'objet d'un refus d'une autorité administrative. Donc, l'interprétation de tout ça est encore, je pense, à assimiler et à digérer. Donc, je vais plutôt aussi me faire maintenant un focus. Alors là, je te relaisse la main, pardon, j'ai oublié cette slide, Flavien, sur la partie Oui, oui, centralisation de ce et c'est bâtiment. un des points, c'est que là encore, ce qu'il faut arriver à gérer, c'est le fait de gérer une logique que j'appelle très verticale, c'est-à-dire qu'il y a des experts qui ont besoin d'avoir le suivi et d'avoir des éléments un peu plus techniques, et de garder au sein de l'organisation des informations soit plus simplifiées pour faire d'autres éléments. Et la transition énergétique est un exemple parfait. Dans la transition énergétique, on va avoir besoin d'outils qui permettent d'aller assez loin dans l'analyse pour faire le suivi, pour avoir une projection, pour avoir des choses. Et dans le même temps, pour toute l'organisation, il va falloir avoir un suivi toujours de cette approche, mais avec des informations différentes. Et pourquoi c'est important, par exemple, la transition énergétique et les DPE, c'est qu'en gestion locative, ça bloque ou non la mise en place d'une location. Ça permet aussi de se dire, d'identifier des possibles problématiques dans le futur en voyant les niveaux. Et donc, il faut, même si je suis gestionnaire locatif et que j'ai rien à voir avec la partie travaux techniques et que j'ai aucune idée de quoi on me parle, d'avoir une information où je sais à chaque instant le DPE, les documents associés, la date d'éligibilité et d'avoir des filtres associés, des suivis sur les éléments. Et c'est ça où il faut toujours trouver la souplesse, c'est de trouver des outils qui vous permettent d'aller très loin dans l'expertise, comme par exemple le propose chez Ken Visit sur cette logique de transition énergétique, mais qui est en capacité de connecter la donnée plus simplifiée vers un outil, par exemple, qui fait la gestion locative, parce que vous allez en avoir besoin. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'organisation, il n'y aura pas un suivi. Donc, on aura dit qu'on fait des travaux, mais on n'a aucune idée de l'implication que ça peut avoir sur la gestion locative. Et notamment, chose bête, si vous faites des travaux dans un appartement, vous devez savoir s'il est disponible ou non pour la mise en location. Donc, c'est des choses comme ça où, malgré que ce n'est pas forcément le cœur de métier de la personne de gérer des DPE ou de la transition énergétique, ils ont besoin d'avoir au même endroit cette donnée en particulier pour faire la gestion locative. Quelques exemples que je vais vous présenter donc de cas concrets sur de la numérisation d'ensemble immobilier de logement permettant en fait une gestion des données d'un bâtiment ou d'un bien et permettant également de faciliter la transition énergétique. Donc le premier, étant un moteur de recherche. Le but de tout ça, c'est vraiment de pouvoir rechercher au sein de son parc géré des informations bien spécifiques.
du type j'aimerais retrouver au sein de mon parc toutes les fenêtres simple vitrage présentes dans différentes pièces. À partir de là, on va être en mesure de vous afficher le nombre de logements concernés par cette recherche, également le nombre de fenêtres, donc le résultat de la recherche, la répartition en logements occupés vacants, donc qui est assez important dans le sens où gérer une intervention d'un artisan pour un changement d'ouverture avec un locataire en place peut s'avérer plus compliqué, ou du moins, s'il n'y a pas eu de numérisation de ces process-là, peut être compliqué versus un logement vide. Et on va pouvoir retrouver également des informations sur ces fenêtres. Est-ce qu'elles sont dans des pièces humides? Est-ce qu'elles sont dans des pièces sèches? Puisque ce type d'information va forcément influer derrière sur la partie coût de devis et d'intervention. Deuxième exemple sur la numérisation donc de parties communes dans un ensemble immobilier sur la distribution de gaz. Donc on va être capable via les annotations de vous mettre des informations sur l'état des compteurs, l'année, le fabricant ou le fournisseur, le type de compteur, le diamètre, etc., etc. Donc là, on va vraiment rentrer dans cette notion de digital twin, donc de jumeaux numériques, où toute la data qu'on va récolter soit nous-mêmes en intervenant, soit la data que vous possédez déjà et qu'on va pouvoir réexploiter à l'aide d'outils interconnectés, notamment comme Hublot, on va pouvoir la centraliser au sein de ce jumeau numérique afin de faciliter derrière la prise de décision et le conseil que vous, collaborateurs, collaboratrices, pourrez être amenés à apporter à vos clients, propriétaires et locataires. Hop, si je repasse sur cette présentation. Un autre exemple, ça va être donc à l'échelle d'un logement, être capable de détecter une déperdition thermique, différents matériaux. Donc là, vous avez un affichage, toujours, si je garde l'exemple des ouvertures, sur le nombre de mètres carrés et donc la taille de l'ouverture, le type de fenêtre, son état, le type de vitrage, est-ce qu'on est sur du simple ou du double vitrage, etc., etc. Même chose pour la chauffe ou même chose pour d'autres dégradations ou d'autres revêtements éventuels. Donc tout ça pour vous dire que toute cette data relevée par plusieurs biais d'acquisition, donc qui vont être ce qu'on peut sembler être le simple état des lieux, ce qui peut être de la data liée donc bien évidemment au diagnostic ou tout simplement remontée par votre locataire. Le but et la finalité va être de la centraliser autour d'un outil qui est aujourd'hui le jumeau numérique pour pouvoir faciliter encore une fois la prise de décision, l'intervention d'artisans pour des travaux et leur permettre de localiser précisément les sujets sur lesquels ils vont devoir intervenir à l'échelle d'un logement ou d'un bâtiment ou même d'un parc. Toujours dans une optique de pouvoir anticiper ces premières échéances liées à la transformation et rénovation énergétique. Si je reviens sur la partie jumeaux numériques, un schéma a été fait pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc sur la partie de droite, vous allez voir donc toute la partie collecte, donc collecte de données immobilières sur les logements et les ensembles. Donc cette collecte va passer par plusieurs biais. Donc vous directement en tant que gestionnaire par rapport aux visites que vous ferez de vos logements, également par rapport aux prestataires auxquels vous pourriez faire appel sur la partie état des lieux, diagnostic, sur du DPE, de l'amiante ou ce que vous voulez. Donc ça va être collecter cette data, ces données, donc sur la gestion, l'exploitation, la maintenance, la rénovation et la déconstruction, et aller injecter toute cette data au milieu donc de ce jumeau numérique pour pouvoir permettre de l'exploiter. Le but étant de transformer cette data statique en data dynamique et exploitable afin de maîtriser le cycle de vie de son parc. En conclusion de tout ça, les points à retenir, c'est que il faut vraiment aujourd'hui pouvoir rendre toute cette data statique dynamique et exploitable, être capable d'utiliser des outils interopérables afin de pouvoir encore une fois récupérer et exploiter la data présente dans le CRM, liée, encore une fois, à des états des lieux, à du relevé d'informations de façon plus globale, et centraliser cette data au sein du jumeau numérique.
puisque voilà, on a la conviction qu'aujourd'hui chez Check & Visit, placer le jumeau numérique au centre de la gestion immobilière, c'est permettre d'accélérer la transition énergétique. Et je te laisse la main, Flavien, pour Oui, tes conclusions. c'est un peu une redite, mais vraiment pensez que la donnée est vraiment essentielle. Et donc, dès que vous voyez que vous saisissez une donnée à la main ou dans un autre fichier, on voit que la prof, après, ça va créer juste des problèmes par la suite. Que aujourd'hui, il y a un moyen de se différencier relativement facilement, ou en tout cas possiblement, au travers de nouveaux outils, de manière générale, de nouveaux process, qui vont amener quoi? Une différenciation au travers de l'expérience client. Et l'expérience client, pour que vous compreniez bien, c'est essayer d'arriver, de se mettre à la place de l'autre personne et de se dire qu'est-ce qu'on attend. Et pendant très longtemps, aussi les outils étaient conçus en disant j'essaye de me mettre à la place du gestionnaire immobilier pour qu'il fasse bien son travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit que pour faire bien son travail, il faut comprendre qu'est-ce que attend le locataire, qu'est-ce que attend le prestataire, et que comme dans notre quotidien, on s'est habitué à du Netflix, à lancer un film en 2 clics, à tous les autres outils où Amazon, j'ai fait une commande, j'ai immédiatement le suivi. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire que dans l'immobilier, n'est pas en capacité de proposer ça. Et de manière générale, je crois beaucoup au fait que les acteurs vont vouloir positionner une marque, une expertise, une relation, et que donc la réalité d'une expérience client doit être importante. Et donc, quand on met en place un extrait de locataire, il doit être beau et utile. Quand je mets un extrait de propriétaire, il doit être beau et utile. Quand j'utilise un outil pour faire les états des lieux, il doit être beau et utile là-dessus. Et le tout dernier point, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce webinaire avec Check & Visit, donc qui est une autre entreprise, indispensable que les outils communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre le meilleur outil au monde. S'il est utilisé de manière fermée, c'est juste impossible que vous gagnez du temps. Vous allez juste galérer après sur des éléments. Et donc, le message aussi, c'est de faire en sorte que vous, côté client, vous ayez en tête ces enjeux-là et donc vous demandiez ça et que nous, en termes d'acteurs, donc plutôt éditeurs de logiciels, on soit en capacité de vous proposer un vrai écosystème qui travaille entre nous pour arriver à vous proposer quelque chose où à la fin, vous avez un enchaînement qui est fluide, qui vous paraît sympa et sur lequel vous voyez réellement en valeur ajoutée les éléments. Absolument. Alors, je vous propose donc, alors déjà qu'on puisse regarder aussi les résultats du sondage, en espérant que tout le monde a joué le jeu, et derrière qu'on puisse rebondir dessus et puis même répondre bien évidemment aux éventuelles questions. Est-ce qu'on a un accès pour afficher les résultats directement, Hortense? Alors, je pense que Oui, au niveau du sondage, c'est juste, du coup, on a eu quelques réponses. Donc, on a eu à peu près 25% qui avaient voilà, un niveau de numérisation qui était plutôt moyen. Après, on avait aussi donc un niveau très faible. En fait, on va dire que la majorité ont quand même un niveau assez moyen dans leur process en interne. Et il y en a peut-être 2 qui ont un très bon niveau, c'est-à-dire 8 en moyenne, quoi. Voilà. Ok, donc 50% entre 1 et 4, et puis le reste 5 et 8. Ouais, c'est ça. Et Okay, je pense que enfin, de toute façon, en plus, c'est un peu relatif parce que je pense que c'est par secteur. Mais c'est vrai que il y a des efforts qui sont faits. Réellement, il y a des choses sur lesquelles c'est réellement mis en place. Mais on voit qu'aujourd'hui, soit le process est très complètement manuel, soit on fait des éléments, mais on reste, je pense, sur une note moyenne qui est justement plutôt moyenne et pas plus élevée, sur lequel il y a des éléments de choses. Je rappelle que les gens peuvent aussi poser des questions si vous le souhaitez dans le chat. L'idée, c'est que là, on prend quelques minutes. Si jamais il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne, on peut tout à fait approfondir certaines thématiques, donner encore plus d'exemples. Et même de manière générale, si ce webinaire vous a plu et que vous souhaitez qu'on en organise d'autres sur d'autres thématiques que vous trouvez qui n'est pas aujourd'hui couvert, n'hésitez pas. L'objectif systématique du webinaire, c'est d'essayer de montrer des évolutions, des innovations ou essayer de couvrir des thématiques qui vous semblent un peu obscures et sur lesquelles assez souvent il n'est pas forcément connu
qu'il y a des solutions ou des approches qui sont faites. Alors pour le moment, pas de questions, pas de remarques. Alors ça peut aussi vouloir dire qu'on a été très très clair. Flavien. Ou que les gens commencent à avoir un peu faim, ou je ne sais pas trop sur les éléments. Parfois, dans certains webinaires, moi, je finis en demandant quel logo ils préfèrent, est-ce qu'ils aiment bien le chat de Hublot ou autre. Et ça dépend si en fait il y a des gens de ma famille qui participent, parce qu'à ce moment-là, à chaque fois, on gagne côté Hublot. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y a des gens de ma famille. Peut-être Charles est en train de taper. Ah voilà, bah là, Charles. Alors, Charles, peut-être un cousin très éloigné, mais je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, merci sur le fait d'avoir fait le logo. Les gens souvent peuvent demander est-ce que le nom a une signification et pourquoi le chat? J'ai malheureusement sur le nom pas un vrai storytelling à faire, à part le fait que c'était court et disponible, et Hublot quand même avec la visibilité. Et le chat, c'est juste que on aime bien les animaux et surtout les chats, et donc on a voulu faire un chat. Après, souvent le chat, c'est un peu un animal qui est classique quand on pense à une maison un peu sympa, appartement un peu cocoon, mais pas de vraie thématique là-dessus. Habituellement, dans le logiciel, on utilise plutôt des pieuvres ou des choses comme ça, mais voilà, donc on a le chat. Et d'ailleurs, il y a un point, comme ça je raccroche les wagons avec Hublot, mais que je me suis aperçu qui plaisait à nos clients, alors qu'on avait juste ce sentiment-là, c'est qu'on a développé, nous, notre logiciel avec une approche de marque blanche, en particulier à destination de l'extranet locataire. Et en fait, on s'est aperçu que même pour les acteurs qui débutent, c'est-à-dire pour une création d'agence, il y avait une vraie appropriation et une motivation d'avoir un espace avec son logo ou autre. Et c'est vrai que je pense qu'on sous-estime la valeur d'une marque dans la relation de confiance dans l'immobilier, et que, en fait, même en interne, c'est quand même plus sympa d'avoir des outils beaux et aussi d'avoir des outils où il y a des images de mon patrimoine, il y a mon logo. Ça fait partie pour moi de petits éléments, mais qui permettent de créer en interne une dynamique de conduite du changement et de numérisation, c'est-à-dire de percevoir aussi que la numérisation peut avoir des aspects qui paraissent anecdotiques, mais notamment graphiques, d'appropriation. Et Jade, je pense que Jade est en train d'écrire, mais Jade ne fait pas non plus partie de ma famille, donc je suis pas sûr qu'elle va peut-être dire qu'elle aime le logo, mais je suis pas certain. On va attendre de voir dans ces cas-là. Et vous avez nos coordonnées respectifs à Ronan et moi, et comme je le répète, que ce soit évidemment pour avoir des commentaires complémentaires, soit sur nos produits, soit sur notre présentation, mais également pour nous faire des retours éventuels sur déjà est-ce que le webinaire a été utile ou non pour qu'on puisse s'améliorer, et surtout si vous voyez qu'il y a des thématiques qui soit ont été abordées trop superficiellement, soit pas du tout au travers. Vraiment, l'objectif, c'est qu'on essaye d'apporter un peu de complément avec notre temps et notre éventuel savoir-faire pour vous apporter des informations qui sont aujourd'hui pas forcément disponibles sur Google ou dans d'autres secteurs. Absolument. Et j'en profite aussi, n'hésitez pas à venir nous voir peut-être. Alors, pour nous, Check Invite au Salon Rent, sur le Salon Rent. On sera aussi présent au Salon Rent. Je m'en doutais bien, Flavia. Donc voilà, on y sera. Donc c'est l'occasion aussi de se voir en personne, discuter, qu'on puisse vous montrer. Alors côté Check Invite et pareil, côté Hublot, un petit peu ce qu'on fait en live, et puis prendre un petit moment tous ensemble. Et je l'écris juste dans le chat. Donc le Salon Rennes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un salon donc à Paris qui a lieu habituellement début novembre. Donc encore cette année, et c'est un peu un salon de mise en avant des innovations technologiques, en tout cas des outils technologiques pour l'immobilier. Donc c'est un salon très professionnel entre guillemets, mais qui est très intéressant parce qu'il y a vraiment un peu toute typologie d'acteurs, c'est-à-dire des acteurs qui débutent, des acteurs assez confirmés, mais dans une approche où on essaie de mettre en avant les évolutions technologiques. Il y a une question qui concerne la complémentarité entre Hublot et Check and Visit. En fait, elle est multiple. La première complémentarité, elle est dans le parcours utilisateur. Si on regarde un peu le classique sur de la gestion locative, par exemple,
Vous avez donc choisi un locataire sur lequel vous allez donc, par exemple, déterminer aujourd'hui un élément de contrat sur lequel vous mettez en place ces éléments. Donc, c'est plutôt côté Hublot où on va mettre en place ces éléments de gestion locative. Vous décidez d'utiliser Check and Visit dans l'externalisation de l'état des lieux ou autre. Vous allez vouloir, dans Check and Visit, récupérer les informations. Et là, ensuite, ces informations-là, vous allez avoir besoin de les retrouver dans votre base patrimoine pour faire le suivi de votre base. C'est là l'interconnexion, c'est-à-dire dans un parcours de gestion locative de l'entrée à la sortie, vous allez pouvoir utiliser ces deux outils qui vont apporter chacune son expertise, mais où par contre la donnée va pouvoir s'échanger pour éviter d'avoir une double saisie. Donc concrètement, ça veut dire que vous notez qu'il y a un extincteur, il y a des pièces, il y a un truc à changer, il y a un truc qui ne va pas. Cette donnée-là n'est pas stockée que dans un outil, mais elle va faire le lien. Et là, on présente Check and Visit, mais le message, et je pense que Check and Visit est un bon exemple, et on essaye nous aussi à notre échelle, on fait le lien avec d'autres acteurs. C'est un peu ça, c'est-à-dire que moi, j'en sais rien, vous aimez bien, alors je vais peut-être pas vous cherchez une assurance impayée, vous aimez bien Garant.me ou Smart Garant. Aucun problème. Donc techniquement, évidemment, ils sont un peu en concurrence, mais l'approche, c'est d'essayer de vous permettre de ne pas être bloqué dans l'implémentation d'un nouveau service pour un sujet de connexion. Et donc de percevoir qu'en fait, que chacun des outils est complémentaire. Alors, Jade, je pense qu'elle parle de l'outil de gestion locative. Jade, je ne sais pas quel est l'outil que vous utilisez. Si vous utilisez CRIR, j'en sais rien, Lokimo, des trucs encore plus anciens, c'est une des problématiques qu'il y a, c'est que les outils de gestion locative qui ont été conçus il y a 20 ou 30 ans, ce qui est la plupart du cas, ont été conçus dans une approche comptable. Donc étaient en fait fondamentalement à destination de gens qui allaient réaliser un suivi comptable. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est juste pas tellement logique, c'est-à-dire qu'on approche, elle est plus liée à la vraie gestion locative, et la compta est une donnée, mais j'ai pas besoin d'avoir une expertise. De manière complémentaire, si je pousse mon raisonnement, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'apporte un éditeur de logiciel, c'est de permettre à n'importe qui d'être en capacité de l'utiliser sans être un expert. C'est ce qu'on appelle un peu l'expérience utilisateur, et que mon expertise métier n'est pas dans ma connaissance de l'utilisation de l'outil, elle est autour de l'outil. Et maintenant, pour répondre concrètement à votre question, non, dans Hublot, il ne faut pas avoir des compétences comptables. Ce qu'on fait, c'est qu'on importe le plan comptable, on paramètre des opérations, et votre seule expertise, c'est de savoir ce que vous voulez facturer. Est-ce que vous facturez des honoraires, facturation d'électriciens, est-ce que c'est des charges, des régules? Mais vous n'avez pas besoin de connaître que c'est qu'il faudra mouvementer le 411, et quand il y a un paiement, que ça va être le mouvement 512, ça va être déjà pré-paramétré. Et donc souvent dans les éditeurs de logiciels, ce qu'on amène, c'est d'amener la complexité métier dans le paramétrage de l'outil et dans le choix, mais pas dans la nécessité de tout comprendre. Et ça, pour moi, c'est un message très important, parce que je pense que je ne connais pas l'âge moyen des personnes présentes, ni votre cas, mais une personne qui arrive sortie d'école et qu'on lui montre la plupart des outils de gestion locative, je ne vois pas comment la personne, elle peut arriver à l'utiliser facilement, surtout qu'ensuite, la remarque de l'éditeur va être de proposer des jours de formation. Je ne sais pas qui aujourd'hui fait encore des jours de formation en physique pour essayer de comprendre comment utiliser un outil. Moi, j'y crois pas du tout. Et donc, c'est aussi un des éléments, c'est vraiment de dire, c'est pas une remise en question du métier, c'est juste de dire, votre métier consiste pas à savoir utiliser parfaitement un outil. Votre métier, c'est de savoir, en fait, le métier en lui-même, mais pas l'outil. Alors, il est 11h58. Alors, je vois qu'il y a... Ah, ok. Donc, on approche de la fin. Il nous reste 2 minutes. Donc, à voir si quelqu'un a une dernière question ou remarque à nous partager. Et si ce n'est pas le cas, on pourra clôturer cette présentation d'1 heure. Eh ben, je pense qu'on va être pas mal. Flavien. Merci beaucoup. Je remercie aussi Hortense et toutes les équipes de Check and Visit, sûr. parce que c'est du vrai bon travail d'organiser les webinars. Je remercie vraiment aussi les gens qui ont participé
Et je le répète, hein, ma perche est tendue, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'on construise des choses pertinentes. Donc, dites-nous aussi les choses. Si c'était trop chiant, trop long, trop monologue, pas assez d'exemples, preneur de tous vos retours là-dessus. Ouais, complètement. Et puis, merci d'avoir répondu à l'appel et puis d'avoir pu intervenir. C'était hyper intéressant, hyper complet. Et bien évidemment, on vous transmettra donc l'enregistrement par mail. Alors après, soit vous le re-regardez, mais je suis pas sûr que ce soit généralement ce qui est fait. Mais bon, en tout cas, vous l'aurez. Voilà, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. J'espère en croiser certains lors du Rent les 8 et 9 novembre. Ceux qui se posaient la question d'y aller ou pas, pour information sur le compte LinkedIn de Check and Eat ou celui, donc le mien, Ronan Carnet, on fait un tirage au sort, on fait gagner 6 places pour le Rent. Le tirage a lieu demain, donc il est encore temps de vous y inscrire. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Et puis encore une fois, Flavien, merci beaucoup pour ta présence et pour ton expertise. C'était hyper complet. Même moi, parce que je connais Hublot, mais c'est vrai que parfois on connaît pas forcément parfaitement, mais c'était hyper intéressant avec un petit peu de recul. Donc j'étais spectateur en plus d'être co-animateur avec toi, donc c'était vraiment top. Merci aussi. C'était très cool ce que vous faites sur le jumeau numérique. Enfin, moi, je suis très content dans l'immobilier parce que pendant très longtemps, je trouvais que quand on parlait de nouvelles approches, on refaisait le métier de l'agence immobilière, mais un peu en ligne. Là, je trouve qu'en fait, on a une approche outil où là, on va beaucoup plus loin avec des choses assez concrètes. Et donc, je trouve ça cool, même pour tout le monde. Enfin, je trouve que ça ramène un nouveau dynamisme. Et je suis très content qu'il y ait le maximum d'acteurs qui se positionnent sur ce marché-là. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que ça va être très sympa. On est bien d'accord. Eh bien, dernier merci à tout le monde. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, j'espère à très vite pour certains d'entre vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.